Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Conversations Kicks. Il s'agit d'un espace dans lequel nous aurons l'occasion d'échanger des expériences et de discuter des questions liées à l'éducation en Amérique latine et dans les Caraïbes. Je m'appelle Maciel Morales Aceiton, je suis chercheuse du Kicks LAC et je serai à vous dans cette conversation. Nous remercions à tous ceux qui regardent ces contenus sur notre chaîne de YouTube et sur la page de Facebook KicksLab. Nous vous invitons à suivre notre fanpage et à vous abonner à notre chaîne et à partager ce contenu. Avant de commencer, je voudrais vite fait vous parler un peu de qu'est-ce que c'est Kicks. Il s'agit d'une initiative menée par le partenaire mondial pour l'éducation et le Centre de recherche pour le développement international, qui rassemble les secteurs les plus divers de l'éducation. Kicks dispose de plusieurs centres régionaux. Ce réseau de connaissances est dirigé en Amérique latine et dans les Caraïbes par Zoom, le premier laboratoire de recherche et d'innovation en éducation pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et par l'Organisation des États des Caraïbes orientales OEX. Kicks LAC comprend 10 pays membres: Dominique, Grenade, Saint-Vincent et les Grenadines, Guyane, Haïti, Honduras, Nicaragua, Sainte-Lucie, Guatemala et El Salvador. À cette occasion, c'est un plaisir d'accueillir à Madame Guerlain Bien-Aimé. Bienvenue, Madame Bien-Aimé. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci, Madame Morales. Merci beaucoup, surtout pour cette invitation. Merci à toute l'équipe de Kicks et aussi de Souma pour cet espace de partage, cet espace d'échange. C'est vraiment avec un plaisir que je participe à cette conversation. Merci beaucoup et je voudrais alors commencer pour vous présenter. Guerlain Bien-Aimé, docteur en sciences du langage, linguistique et phonétique générale de l'Université de Poitiers. Elle est membre du laboratoire Langage, Société, Éducation, LANCE, de la faculté de linguistique appliquée de l'Université de l'État d'Haïti. Madame Bien-Aimé travaille comme enseignante à l'Université de l'État d'Haïti ainsi que l'Université de Notre-Dame d'Haïti. Elle est coordinatrice du pilier formation de l'Institut supérieur de formation INNOVED. Elle a coordonné le programme LACU-CAHU, désolé mon créole, en médias éducatifs pour les enfants haïtiens et leurs familles en créole. Actuellement, elle travaille avec une collègue sur un projet de recherche intitulé La scolarisation des enfants migrants haïtiens au Chili, des politiques éducatives aux besoins de formation. Et Madame Bien-Aimé est aussi représentante du pays pour les Kicks LAC. Maintenant, on va commencer cette conversation. Tout au début, Madame Bien-Aimé, nous sommes très intéressés à connaître la situation actuelle du pays. Après tout ce qui s'est passé, que c'est assez bouleversant, nous voudrons savoir comment vous envisagez le système éducatif après ces différentes situations d'urgence dont le pays a fait l'objet. Alors, actuellement, le pays, vous l'aviez dit, connaît une crise multiforme et plus particulièrement un phénomène d'insécurité, il faut dire, qui paralyse d'une certaine façon les activités de tous les secteurs de la vie nationale. Et donc, le secteur de l'éducation est aussi gravement touché par ces troubles. Alors, les situations d'urgence qui se sont succédées, comme par exemple la COVID-19, le phénomène qu'on nomme ici pays loc, ont fragilisé davantage le système éducatif haïtien. Alors, plus précisément durant ces 3 dernières années, cependant, alors il faut dire que certaines actions sont posées en vue d'assurer ce qu'on pourrait considérer comme étant une continuité pédagogique. Alors, ce sont certes souvent des actions isolées qui sont posées par des particuliers, mais il y a aussi des actions du gouvernement, des actions ou des décisions des responsables, comme par exemple, on peut citer les séances de rattrapage qui ont été mises en place par le ministère de l'Éducation nationale pour les élèves participant aux examens officiels, donc les derniers examens, donc les examens de cette année. Il y a sans doute pas lieu de dire que nous avançons sereinement vers un avenir prometteur avec, je dirais, un retour à la normale des activités. Nous croyons que les efforts consentis par de nombreux acteurs du secteur,
pour, entre autres, récupérer les apprentissages perdus et surtout s'assurer du bien-être socio-émotionnel des enfants, comme on le prône à l'université Quisqueya via Innovate Unique et surtout l'association haïtienne de psychologie depuis bientôt 2 ans à travers des séances de webinaire. Encourager, appuyer, former les enseignants, encadrer certaines écoles nous permettent vraiment d'envisager malgré tout un système qui est moins en déroute, je dirais. Merci beaucoup, Madame Bien-Aimée, pour cette petite histoire de ce qui se passe dans le pays. C'est très intéressant ce que vous parlez par rapport à les socio-émotionnels et comment on peut former les professeurs par rapport à ça, parce que tout ce qui se passe actuellement dans le monde, non, et le bien-être aussi des éducateurs pour pouvoir transmettre ça aux élèves. Et merci beaucoup. Pour continuer cette conversation, nous souhaiterons savoir un peu plus de votre travail de recherche sur le bilinguisme en Haïti et la langue créole. Et il s'agit d'un sujet très intéressant pour la région parce que dans plusieurs pays de l'Amérique latine et les Caraïbes, il y a cette même tension, on va dire, non, entre les langues des peuples originaux, des peuples qui ont été là avant, et les langues qui viennent. Non? Donc, il y a toujours cette tension entre les deux langues. Donc, de votre point de vue, nous voudrions savoir quels sont les principaux défis du bilinguisme, comment les deux langues sont-elles positionnées et comment s'articulent-elles, et de quelle manière les enseignants et les élèves font-ils face à cette tension. Alors, en effet, mes travaux de recherche, mes principaux travaux de recherche s'intéressent en particulier aux défis du bilinguisme créole-français dans le domaine scolaire en Haïti. Alors, il faut dire, comme vous l'aviez souligné, que la dichotomie entre langue véhiculaire et langue vernaculaire dans l'enseignement n'est pas un cas spécifique à Haïti. C'est un état de fait qui fait écho à d'autres situations qu'on retrouve dans d'autres communautés créolophones, notamment, où le créole coexiste avec le français, et même on peut dire que, aussi dans certains pays de l'Afrique francophone. Alors, à l'image des anciennes colonies françaises, Haïti a gardé le français qui coexiste aujourd'hui avec le créole et partage aujourd'hui avec lui ce statut de langue officielle. Il faut dire que la coexistence de ces deux langues, donc le créole et le français, en Haïti, sur le territoire haïtien, ne reste pas, je dirais, sans répercussion. Alors, tant sur le plan strictement linguistique que sur le plan social. Donc, en d'autres mots, on ne saurait prendre en compte l'aspect linguistique sans nous arrêter sur l'aspect, je dirais, sociologique, car sur le terrain haïtien, les deux sont inextricables. Alors, la langue en Haïti est vécue non pas seulement comme un système de signes partagé socialement, mais je dirais qu'elle est aussi une mesure valorisante ou dévalorisante de la personne humaine. Alors, dans l'image collective haïtienne, le français a souvent été considéré et est considéré comme étant une langue de prestige, une langue de savoir, et le créole, sur le plan du statut social, demeure aujourd'hui encore une langue minorée. Alors, j'ai bien dit sur le plan du statut social, une langue minorée et à qui on attribue souvent le qualificatif de langue des non scolarisés, donc des analphabètes. Alors, l'école, c'est là la grosse question, l'institution qui, je dirais par définition, a pour mission de former les futurs citoyens, les futurs citoyens du pays, n'a malheureusement pas encore relevé le défi de la dichotomie compliquée, complexe de ces deux langues. Alors, les réformes mises en place, il y en a eu, les réformes mises en place ou encore les réformes entamées n'ont pas su vraiment résoudre certains problèmes. On a encore aujourd'hui
ce que je considère comme étant une politique linguistique en demi-mesure. Alors, le système scolaire essaye, s'enlise dans une lutte pour faire fonctionner l'enseignement avec un cursus qui implique le créole, mais sans un réel aménagement linguistique. On est donc souvent face à des phénomènes de double vue. Alors, d'une part, que les acteurs du système reconnaissent que la voie vers l'appropriation des connaissances est favorisée, que l'on veuille ou non, par le créole. On considère le créole comme un tremplin dans l'apprentissage des disciplines non linguistiques, par exemple. Les enseignants en situation d'enseignement ont recours au créole pour expliquer, par exemple. Les élèves aussi, ils ont recours au créole pour demander des explications, pour mieux comprendre un exercice, etc. Mais d'autre part, cette hantise que la langue de prestige, donc le français, ne soit pas maîtrisée à l'école, occasionne encore des rejets du créole. Les élèves sont donc contraintes dans certains établissements scolaires de se plier aux règles de non-usage du créole à l'école. Donc, on va dire que dans certains établissements scolaires, le créole, aujourd'hui encore, est encore interdit. Alors, de ce point de vue, le contexte socio-éducatif haïtien présente une situation, je dirais, très contrastée qui nous laisse penser, et qu'on a constaté à travers nos recherches, il nous laisse penser tantôt à une éducation bilingue, tantôt à une éducation qui vise plutôt l'exclusion du créole afin d'aboutir à un monolinguisme français. Donc, il y a vraiment un besoin, et je dirais même une nécessité d'une didactisation dans une perspective plutôt contrastive de la rencontre du créole et du français dans l'enseignement en Haïti. Voilà ce que je pourrais dire pour résumer en quelque sorte la situation. Oui, c'est tout à fait intéressant. Et j'ai une question par rapport à ce que vous venez de dire, parce que vous disiez que dans quelques écoles, ça s'est très contrasté la situation. Et je me demande si ce contraste, c'est aussi pas un réflexe de la société haïtienne. Si c'est la société, est-ce que la société haïtienne aussi, elle est très contrastée? Il y a cette... oui, dans l'ensemble, on peut dire qu'il y a cette stratification, ou du moins cette subdivision entre, je dirais déjà, une subdivision en ceux qui sont à la capitale, ceux qui sont au milieu rural, par exemple. Si on revient sur la question de la langue, on pourrait penser que le créole aussi est utilisé surtout pour les gens qui sont en milieu rural, puisque les enfants, par exemple, qui sont en milieu rural, n'ont pas forcément accès à certaines structures qui pourraient les permettre d'être en contact avec la langue de prestige, la langue seconde. Certains d'entre eux découvrent le français uniquement dans les livres à l'école. Oui, il y a cette idée de stratification, cette idée de dire que la société ou le pays est divisé en plusieurs catégories. Donc, oui, je pense que oui, là, on vit cette stratification ou ce contraste au-delà de la question de la langue. Merci beaucoup, Mariam Benemé. Et pour continuer cette conversation, et aussi pour continuer la question qu'on vient de discuter, nous souhaiterons explorer un peu les enjeux de la recherche et l'utilisation des données prouvantes dans l'éducation. D'après votre expérience, votre expertise, comment voyez-vous l'articulation entre les rôles des universités, des laboratoires de recherche et l'évidence qu'ils produisent avec les politiques éducatives du pays? Quelle est la valeur accordée à l'utilisation des données prouvantes et comment l'utilisation d'évidence dans l'éducation en Haïti pourrait être renforcée si c'est le cas?
si on a besoin de les renforcer? Alors, l'une des fonctions, je commencerai par dire que l'une des fonctions de l'université, c'est intervenir dans le développement de la société, bien évidemment en effectuant de la recherche scientifique. Alors, je crois qu'avec la situation que nous sommes en train de vivre en Haïti, plus que jamais, le système éducatif haïtien a besoin de vrai travail de collaboration. Collaboration entre les universitaires, les chercheurs et les dirigeants, afin de mettre en place une politique éducative qui sera alimentée par la recherche et pouvant ainsi amener à des résultats plus efficaces et plus efficients. Il faut dire que les savoirs issus de la recherche doivent trouver leur place aux côtés d'autres formes de savoir dans le raisonnement professionnel. Dans la société haïtienne, aujourd'hui encore, sans vouloir être négative, on peine encore à donner de l'importance aux données probantes. On n'accorde pas vraiment une importance, ou du moins on n'accorde pas l'importance qu'on devrait accorder aux données probantes. On n'accorde pas vraiment de valeur à ces données. Les décisions ou encore les actions d'intérêt collectif, selon moi, ne s'appuient pas vraiment sur les données probantes. Pas assez, si je veux être moins alarmante. Alors, pourtant, dans un secteur comme l'éducation, les politiques et je dirais les propositions pour l'action seraient plus pertinentes, plus efficaces si elles se basaient sur les données issues de la recherche, issues des réflexions des universitaires issus de la recherche. Alors, l'utilisation des données probantes dans l'éducation, plus particulièrement en Haïti, pourrait être d'abord renforcée en encourageant les chercheurs, en soutenant la recherche à l'université, en investissant dans la recherche, en créant aussi des espaces de collaboration entre chercheurs et praticiens, c'est-à-dire par exemple chercheurs et enseignants, en sensibilisant davantage les acteurs sur l'importance des données probantes de l'amélioration de leurs tâches et leurs actions. Parce que peut-être qu'ils ne sont pas vraiment bien imbus de l'importance des données probantes. Donc, sensibiliser les acteurs sur l'importance des données probantes dans l'amélioration de leurs tâches, leur action, pour moi, est importante. Favoriser l'utilisation des données probantes. Pour le faire, que les chercheurs, que je pense, devraient aussi, de leur côté, s'adonner à la production de données adaptées aux besoins des intervenants ou encore des acteurs du système, comme je viens de le prendre un exemple, des enseignants par exemple, mais pas que les enseignants, tous les acteurs, tous les agents du système éducatif. De présenter des données sous les résultats de ces recherches-là, sous un format qui serait accessible, adéquat, mais accessible à ce public, mais tout en respectant, je dirais, les standards validés, les standards de validité, pardon, scientifique. Voilà. Merci beaucoup. C'est très intéressant ce que vous disiez par rapport au travail collaboratif entre les différents acteurs, parce que ça, évidemment, ce n'est pas un problème d'Haïti, c'est un problème au moins dans la région entière, qu'il manque peut-être une articulation, une conversation, un dialogue entre les différents acteurs pour pouvoir vraiment utiliser l'évidence, les données prouvantes dans les politiques publiques. Et vous avez dit trois choses que je trouve que c'est assez essentiel, que d'abord, il faut sensibiliser les acteurs, non, comme tout le monde doit vraiment être au courant de l'importance de produire l'évidence pour l'utilisation, favoriser cette utilisation des données prouvantes et les chercheurs, les chercheuses, produire des données adaptées aux besoins. Je pense que ça, c'est quelque chose de vraiment clé que vous venez de dire, que ça peut être vraiment une piste intéressante d'essayer pour vraiment utiliser, pour que vraiment la recherche soit en fonction des besoins du pays. Donc, merci, Madame Bien-Aimée. Et on continue avec cette conversation et maintenant, nous voudrions savoir un peu plus sur votre travail actuel. On sait que vous faites un projet sur la scolarisation des enfants migrants haïtiens au Chili.
Est-ce que pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit, cette recherche, ce travail, et aussi quelle est la place, quel est le rôle des données prouvantes dans la recherche que vous faites avec votre collègue? OK. Alors oui, ce projet, je ne suis pas la seule porteuse. Hein, c'est un projet qui est mené de concert avec une collègue française, Laura Uribe. Et c'est une collègue qui a vécu longtemps, vécu et travaillé durant de nombreuses années au Chili, mais qui se trouve actuellement maître de conf au centre universitaire de Mayotte, donc dans l'océan Indien, c'est très loin. Alors, je pense que la distance géographique entrave en quelque sorte ces 2 dernières années le projet, mais on avance quand même. Alors, il s'agit d'une recherche dédiée à l'inclusion des élèves migrants, des élèves migrants haïtiens au Chili. Cette recherche est née de constats sociaux, donc l'existence, vous savez, du flux migratoire de la population haïtienne vers le Chili, en particulier après le 12 janvier, le tremblement de terre du 12 janvier en 2010. Le tremblement de terre a vraiment aggravé la situation socio-économique du pays. Du côté de certaines couches de la population, il y a eu ce besoin de se réfugier dans un endroit plus sûr. Donc, beaucoup d'entre eux ont choisi de se rendre au Chili. Avec, par exemple, on va dire les opportunités qu'il y avait à l'époque. De ce fait, les écoles chiliennes ont dû accueillir de nombreux apprenants. Hein, et on va dire que notre travail a essayé de regarder, essaie de regarder surtout les apprenants de 3 à 12 ans, mais pas que ces enfants-là qu'on a accueillis, mais nous, on se concentre particulièrement sur ça. Alors, ce projet se propose d'une part d'analyser les dispositifs d'accueil et d'accompagnement linguistique mis en place dans les écoles primaires chiliennes pour, en quelque sorte, étayer le parcours d'apprentissage biplurilingue des élèves nouvellement arrivés, donc les élèves haïtiens. Et d'autre part, dénoncer aussi les orientations de formation assorties d'outils didactiques pour accompagner les pratiques d'enseignement et faciliter l'intégration scolaire de ces jeunes migrants, de ces jeunes apprenants haïtiens au Chili. Les travaux sur ce contexte particulier étant quasi inexistants, tant du côté des universités francophones qu'hispanophones, c'est ça que nous avons constaté et c'était l'un des problèmes pour commencer. Donc, il existe quasiment pas de travaux, de recherche de ce côté-là. Et donc, ce projet a pour vocation d'inciter notamment les spécialistes des situations d'enseignement-apprentissage pour qu'élèves allophones à s'y intéresser. Donc, il faut dire qu'à ce stade, malheureusement, avec les difficultés du terrain haïtien par rapport à la crise répétitive, ce n'est pas toujours évident pour récolter les données, pour faire les entretiens. Et nous avons eu plusieurs missions aussi à cause du problème sanitaire qui ont été annulées. On va dire pour l'instant, nous sommes en train vraiment de finaliser la collecte de données, mais c'est un travail qui commence vraiment à nous permettre de dégager les pistes, surtout comme je viens de vous le dire, qui commence à encourager. On a fait pas mal de présentations dans certains colloques. La dernière date, c'est en été de l'année dernière où on a eu à présenter les résultats préliminaires. Donc, vraiment, ces résultats commencent vraiment à inciter à donner envie à d'autres spécialistes pour aller voir, pour s'intéresser, je dirais, à ce contexte, comme je vous l'ai expliqué, qui, pour l'instant, n'a pas vraiment été étudié ou n'a pas vraiment de données. Cette question n'a pas été étudiée, il n'y a pas vraiment de données disponibles. Donc, on peut dire que nous sommes en quelque sorte des pionnières par rapport à cette situation particulière au niveau de la recherche. Voilà. Merci beaucoup. C'est un sujet tout à fait intéressant. Bon, moi, je suis chilienne, donc ça m'intéresse spécialement ce travail que vous faites. Et j'ai une question. Ce que vous faites, c'est vous étudiez, vous regardez les dispositifs d'accueil par rapport à ce qui fait l'école, par rapport à ce qui fait les professeurs. Et aussi, ma deuxième question, c'est vous le faites dans des écoles publiques? Parce que vous savez qu'au Chili, il y a encore des associations, les écoles.
Les écoles publiques, oui, les écoles publiques. Mais comme je vous l'ai dit, les différents entretiens, les interventions sur le terrain chilien notamment, étaient très compliquées. Nous avons une partie de la collecte des données qui n'a pas été faite. Et pour l'instant, en Haïti, moi, je m'occupais surtout de regarder le départ. Hein. Nous prenons les choses en amont. Hein. J'ai des données sur les migrants en partance, donc le départ d'Haïti, le déracinement d'Haïti. Alors, nous avons visité, ou du moins, on a rencontré pas mal d'intervenants sur le terrain chilien, surtout dans les écoles publiques où on accueille ces enfants. Mais nous avons aussi travaillé avec des associations. Nous avons aussi regardé les aides qui sont données par des associations qui travaillent aussi avec les écoles hein, pour l'accompagnement des enfants ou la prise en charge linguistique notamment des enfants dans les écoles. Merci. Ça m'a fait beaucoup penser ce qu'on venait de parler de l'importance de l'articulation entre la recherche non, et les politiques publiques, parce que ce type de travail, vraiment, ça peut être une richesse, ça peut vraiment nourrir non, les politiques publiques, par exemple, d'immigration dans les pays. Donc, ça fait beaucoup de sens qu'on vient de parler de l'importance de les données prouvantes, de l'évidence, de que la recherche peut produire de l'évidence pour les politiques publiques. Donc, je pense que le travail comme ce que vous faites avec vos collègues, c'est tout à fait dans les lignes qu'on parle. C'est ça, en effet. Tout à fait. Bon, et on est en train d'arriver à la fin de cet entretien, mais d'abord, pour la dernière question, et on voudrait finir cet entretien en vous interrogeant sur les défis pour l'avenir de la recherche et de l'utilisation des données prouvantes dans l'éducation en Haïti, mais aussi dans une perspective aussi plus ouverte et régionale. Comment on fait cette question-là? Ce n'est pas que vous direz la réponse exacte, mais réfléchir par rapport à comment renforcer la culture de l'utilisation des données prouvantes. Vous avez déjà donné quelques pistes, mais on voudrait quelques réflexions assez régionales par rapport à cette question et selon votre expertise, quelle stratégie pourrait être bien utilisée pour être servir, pour générer cette culture qu'il manque dans la région? Je dirais déjà par rapport à la région, on a déjà commencé et le fait d'être là aujourd'hui, de parler, d'échanger autour de ça, c'est déjà une preuve qui montre qu'on commence à toucher la question. Et peut-être que je vais répéter aussi ce que je venais de dire ou je viens de dire. Je pense que cette culture de l'utilisation au niveau d'Haïti et même au niveau de la région peut se renforcer surtout en créant les liens, la création des liens entre les interlocuteurs, en d'autres mots, entre chercheurs et praticiens, comme je l'ai dit, et aux professionnels. Vraiment, c'est une piste à privilégier. On peut faciliter ça comme on le fait là, à travers des ateliers de partage où chacune des parties, c'est-à-dire les chercheurs et les praticiens, pourraient parler de son travail, de ses besoins, de ses actions, mener des recherches pertinentes, bien organisées, hein, des recherches, je dirais, transparentes, faisant une place à l'exclusivité, la diversité, ou encore vulgariser les résultats au moment opportun et comme je l'avais dit tout à l'heure, sous une forme accessible où tout le monde peut avoir accès et surtout tout le monde peut comprendre le langage qui va parler aux praticiens aussi. Donc, des résultats qui vont être adaptés à différents publics, présentés sous un format qui va être adapté à différents publics. Et je terminerai pour dire que pour faciliter les échanges, il faut aussi, nous les chercheurs, qu'on arrive à ouvrir les portes de nos laboratoires de recherche aux décideurs et aux praticiens. Voilà ce que je pense qui peut convenir et pour Haïti en termes de pistes et pour la région. Je pense que ce sont des éléments communs que l'on peut essayer de tester, de mettre en application pour arriver à avoir des résultats plus intéressants. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que l'espace de conversation proposé par KIX est déjà un témoignage des efforts que l'on
que l'on peut faire et qu'on a commencé déjà à faire. Merci beaucoup, je suis très d'accord avec ce que vous dites. Et je voudrais vous remercier, Madame Bien-Aimée, pour votre temps, pour la participation, pour votre contribution dans cet entretien et aussi souligner que pour nous, c'est très important de pouvoir parler avec les acteurs protagonistes du pays. C'est très important d'essayer de donner cet espace de que les personnes, par exemple, dans ce cas-là d'Haïti, peuvent parler de votre pays vous-même sur votre pays, ça nous intéresse beaucoup cet regard. C'est tout à fait très intéressant votre parcours, votre projet de recherche, donc on vous remercie cet espace. Merci à vous, c'était un plaisir. Bon, et aussi, on remercie aux organisations qui rendent cette initiative possible, les partenaires mondiaux pour l'éducation, les centres de recherche pour le développement international, l'Organisation des États des Caraïbes orientales et à toute l'équipe SUMA, qui s'est mise en charge de cette importante initiative pour continuer à réfléchir et débattre pour l'éducation dans la région. Nous invitons à rejoindre la page, les fanpages de Facebook que vous trouverez sur le nom de KICS Lab Hub pour suivre toutes les activités, les nouvelles et les événements, ainsi que sur le site web www.gpkix.org. SUMA est présent sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn, et sur le site web www.sumaedu.org. Encore une fois, merci beaucoup, Madame Bien-Aimée. J'espère qu'on se parlera bientôt. Et merci. Merci, à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Merci aussi à toutes les personnes qui partagent et regardent cet espace. Et à très bientôt. À très bientôt.